Une mort sociale. On va vers une mort sociale. Si vous transformez le pass sanitaire en un pass vaccinal et que donc vous n'avez plus la possibilité d'accéder au lieu, parce que vous ne cédez pas entre guillemets au chantage d'aller vous faire injecter ces produits expérimentaux, à ce moment-là, vous êtes effectivement mort sociale. C'est une sanction absolument inédite, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une perte de citoyenneté, puisque finalement on conditionne l'accès à la citoyenneté au droit civique à la prise d'un traitement. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'à partir, dans nos sociétés, à nous, tout homme, comme on l'a dit, naît et demeure libre et égaux en droit. Parce que, comme a dit Marc, alors, ceux qui ne sont pas vaccinés ont le droit de payer des charges, donc des aides, mais n'ont pas le droit aux contreparties. Bonjour Diane Prota et Marc Gauthier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter d'abord Diane et après Marc? Bonjour à tous, je vous remercie pour votre invitation. Je m'appelle donc Diane Prota et je suis avocat au barreau de Paris depuis l'année 2008 et j'ai une spécialité dans ce qu'on appelle la réparation du préjudice corporel, c'est-à-dire la réparation des accidents pour les victimes, que ce soit les accidents de la route ou par exemple les accidents qui peuvent survenir dans le cadre de traitements médicaux. Moi, merci à nouveau pour votre invitation également. Moi, je suis donc Marc Gauthier, j'ai à peu près 20 ans de juriste derrière moi en tant que carrière professionnelle. Je suis intervenu un petit peu dans plusieurs domaines. J'ai d'ailleurs commencé ma carrière en cabinet d'avocat pendant une douzaine d'années et ensuite j'ai fait des sociétés privées de tous ordres, y compris le secteur associatif. Et aujourd'hui, nous allons parler justement des nouvelles mesures sanitaires du gouvernement français. Donc, il veut accélérer justement les mesures sanitaires. Par exemple, à partir de 15 janvier. Du 15 janvier, le gouvernement, il veut, on peut dire, transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et aussi, peut-être bientôt, généraliser le pass sanitaire dans l'ensemble de l'entreprise. Et alors, quelle est votre première réaction? Honneur aux dames. Bien, la première réaction, c'est quand même la stupéfaction et la stupeur. C'est un dernier pas que le gouvernement est en train de franchir dans la mise en œuvre d'une obligation vaccinale pour tout un chacun, mais avec quand même quelque chose qui est anormal, c'est de ne pas le dire honnêtement. Vous l'avez dit, en Italie ou dans d'autres pays européens qui ont fait les mêmes choix, on a dit clairement aux gens, c'est une obligation vaccinale. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller travailler, vous ne pourrez plus participer à la vie sociale de la société. En France, on a décidé avec le gouvernement d'aller par voie de règlement, c'est-à-dire que c'est le ministre, au lieu du Parlement, qui a pris chaque fois des nouvelles dispositions comme un goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'au départ, le pass vaccinal s'était limité au rassemblement de 5000 personnes, un concert de Beyoncé, ou que sais-je encore, et petit à petit, on a diminué le sphère des libertés en imposant, après ce pass, pour des activités de la vie quotidienne, alors qu'on nous avait dit que ça ne serait pas le cas. Ensuite, on a déremboursé les tests pour les non-vaccinés, qui, quand ils les font, doivent payer, contrairement aux gens qui sont vaccinés. Et maintenant, ensuite, on a réduit la durée des tests de 72 à 24 heures, et ce qui est évidemment une obligation vaccinale. Et maintenant, on nous dit, en parlant de ces nouvelles dispositions, que c'est plus un pass sanitaire, mais un pass vaccinal. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il s'agit d'une obligation vaccinale et que normalement, c'est le Parlement qui doit se prononcer dessus. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de préciser Diane. Alors, j'aimerais quand même... le goulet d'étranglement, il a été mis dès le départ. Et je pense que si le goulet d'étranglement est à ce stade à l'heure actuelle, c'est parce que, indirectement, collectivement, on a laissé faire. Vous avez quand même pas mal de pays qui auraient pu montrer un petit peu plus de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer. Et en fait, je pense, à titre personnel, que s'ils ont pu mettre un tel goulet d'étranglement, qui n'est pas fini, hein, parce que là, à mon avis, on n'est qu'au début, mais ça, c'est qu'un avis personnel, c'est parce que on a fait peur aux gens. On a fait peur aux gens du matin au soir, avec des chaînes d'information qui reprenaient bien sûr le nombre de morts qui augmentait, ce qui est absolument normal. Mais justement, j'aimerais, parce que j'ai des chiffres ici de l'État français, donc, vous avez le rapport de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, dit ATIH. Les hospitalisations Covid-19 représentent 2% de la totalité des hospitalisations en France en 2020. Dans les réanimations, c'est 5%.
Donc si vous voulez, dans le même temps, on ferme 5700 lits, alors qu'on est censé être en guerre. Donc pourquoi est-ce qu'on ferme 5700 lits en guerre? Pourquoi est-ce qu'on réquisitionne des TGV pour ramener les malades du Covid en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, alors que les hôpitaux privés, les cliniques privées ont été pas ou très peu sollicités, alors qu'ils avaient de la place? C'est uniquement l'hôpital public qui a pris sur elle la charge maximale. Vous avez une analyse de l'Institut national d'études démographiques, donc c'est l'INED, donc c'est tout à fait officiel, voilà, de mars 2021, qui est le numéro 587. Nombre de décès réellement liés à la Covid-19 en 2020, 68 000. Donc c'est pas les 100 000 ou 110 000 ou 120 000 que vous entendez, c'est 68 000. Le pourcentage des morts Covid par rapport à la population mondiale. Donc là c'est pareil, c'est l'ONU. Donc l'ONU n'est pas non plus un organisme complotiste, hein. En tout cas il faudra qu'on me le prouve. Alors vous êtes à 0,06% de morts de la Covid par rapport à la population mondiale. Donc si on met ces chiffres et ceux que vient de dire Marc en balance avec la perte de droits civiques pour les personnes non vaccinées, mais que ce soit en France ou en Europe ou d'ailleurs dans d'autres pays du monde, j'avoue qu'on ne comprend pas. Et d'après vous, est-ce que ces mesures sont conformes à la Constitution et aux droits? Alors, sincèrement, absolument pas. Pas du tout, parce qu'il faut voir, on pourra reparler des conventions internationales, mais le droit en France et aussi dans les pays européens qui appartiennent à l'Union européenne. Les textes européens sont supérieurs à tous les autres textes des pays. Alors, en France, qui fait partie de l'Europe, au plus haut niveau, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Celle-ci prévoit l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, le droit au respect de la vie familiale, par exemple, l'interdiction aussi d'imposer des peines aux personnes sans qu'elles aient été condamnées, parce que, par exemple, faire payer 50 € tous les jours aux gens qui ne sont pas vaccinés, c'est une peine, hein, c'est une obligation vaccinale, c'est quelque chose qui est une sanction. Et puis surtout, la sanction est hallucinante, parce que ça revient à désactiver socialement les gens. À partir du moment où vous dites aux gens qu'ils ne peuvent plus travailler, qu'ils ne peuvent plus se rendre à l'hôpital, qu'ils ne peuvent plus prendre les transports en commun, qu'ils ne peuvent plus participer à quoi que ce soit, alors ça n'a rien à voir, c'est une sanction absolument inédite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une perte de citoyenneté, puisque finalement on conditionne l'accès à la citoyenneté au droit civique à la prise d'un traitement. Et justement, on peut juste d'abord, parce que vous avez apporté le sujet, donc quelles sont les conséquences en fait pour les Français non vaccinés qui sont vraiment visés par ces mesures? Une mort sociale. On va vers une mort sociale. Si vous transformez le pass sanitaire en un pass vaccinal et que donc vous n'avez plus la possibilité d'accéder au lieu, parce que vous ne cédez pas entre guillemets au chantage d'aller vous faire injecter ces produits expérimentaux, à ce moment-là, vous êtes effectivement mort sociale. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont plus ou moins déjà fait, et pas qu'en France. En Autriche, ils ont, je crois, pendant un temps court, suspendu les allocations au chômage aux gens qui en bénéficiaient, mais qui ne voulaient pas se faire vacciner. En France, vous avez une quinzaine, je crois, de départements socialistes qui ont proposé de supprimer le RSA aux gens, pareil, qui refusaient de se faire vacciner. Donc, au niveau mort social, on y est. Il faudra peut-être mettre ça dans le code pénal au niveau d'une nouvelle infraction. Je ne sais pas ce que tu en penses, Diane, mais à mon avis, on y vient. Tout comme les nouvelles formes, on va dire, d'autoritarisme, ça aussi, c'est un sujet vaste, on pourrait le développer. Mais en gros, vous arrivez en fait à un État qui force sa population à faire quelque chose qui est complètement illégal par les traités internationaux et par le droit européen, à savoir on ne force pas les gens à se faire injecter des produits, que ce soit par l'arrêt Wawrinka du 8 avril 2021 avec les critères qui ne sont absolument pas remplis pour la Covid-19, ou que ce soit simplement parce que vous violez non seulement la lettre, mais aussi l'esprit des traités internationaux qui protègent les droits de l'homme et les conventions européennes, pareil. Le pass sanitaire, on peut en parler, qui se transforme en pass vaccinal, dès qu'il a été mis en place, il a été illégal. Pourquoi? Parce que vous avez un règlement européen numéro 2021/953 du 14 juin 2021, publié au journal officiel le 15 juin 2021, qui explique clairement que tous les États membres de l'Union européenne, s'ils veulent mettre un pass sanitaire en place pour favoriser les déplacements entre les différents États, ne doivent mener à aucune forme de discrimination. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est tout l'inverse qui s'est passé depuis le début. Les discriminations ont tombé, on n'a plus sur la tête de toutes les personnes qui refusaient d'en avoir un, puisqu'ils ne pouvaient pas du tout avoir les mêmes droits que les autres citoyens, se déplacer librement, etc. Donc, si vous voulez, quand vous regardez même ne serait-ce qu'un dictionnaire, vous vous rendez compte que c'est un apartheid. L'apartheid, je rappelle aux gens, quand même, ne prend pas scientifiquement et étymologiquement le critère racial. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est un apartheid. Et tout le monde accepte. Et je rebondis juste, quand même, pour que les gens puissent avoir une idée assez claire, sur tout ce qui a été violé au niveau juridique pur. Donc en tant que professionnel du droit, ça donne tout ça.
tout ça. Aussi bien au niveau national, européen qu'international. L'obligation vaccinale, par exemple, vous avez la Convention Oviedo, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration d'Helsinki, la Déclaration de Genève, le Code de Nuremberg, le serment d'Hippocrate, bien sûr. Droit européen, vous avez la CESDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen que je vous ai cité tout à l'heure, l'arrêt de la CEDH, le VAVRICA, le règlement général de protection des données personnelles aussi par rapport aux informations qui circulent, les résolutions du Conseil de l'Europe, et puis bien sûr je passe sur tout ce qui est national, puisqu'une fois que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de problème, et ben dans ce cas-là, on balaye d'un revers de main tout le reste. Tout ça pour faire comprendre aux gens un truc très important. À partir du moment où le peuple est dépossédé du pouvoir souverain qu'il a, parce que les élites font à peu près sur le plan juridique n'importe quoi, et que les juges qui font partie du pouvoir judiciaire refusent de faire leur métier correctement, à savoir rétablir la séparation des pouvoirs qu'il y a entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a déjà vrillé vers autre chose. On est déjà passé de l'autre côté du miroir. Et que donc vous avez un état de droit qui est déjà à terre, vous avez des principes démocratiques et républicains qui sont également bafoués jusque dans leurs fondamentaux eux-mêmes, vous avez les dérives d'une nouvelle forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme, et là je ne parle pas uniquement de la France, je parle de tous les pays qui ont été axés dans cette démarche par rapport à ces produits, notamment, encore une fois, expérimentaux, parce que je rappelle que les produits expérimentaux, la phase 3 n'arrivera à échéance qu'en 2022, fin 2022 pour les plus tôt, et 2023 pour les autres. Donc on y est clairement. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez à un stade de constat scientifique de ça, honnêtement, chaque citoyen, en fait, c'est le point que je veux dire, chaque citoyen, à un moment donné, va devoir se poser la question pour lui-même, avec sa propre conscience, avec sa propre âme. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rétablir l'odeur de sainteté de toutes ces institutions qui ont disparu ? Parce que là, on parle ensemble de façon très courte, en quelques minutes. Mais si vraiment on devait prendre des heures pour développer, je peux vous assurer que ça ferait peur à plus d'une personne. Bien plus que le Covid. Bien plus. La fin de l'état de droit, c'est aussi le fait qu'on voit un État qui extorque le consentement des gens. Que ce soit une vaccination, mais plus globalement un traitement médical. Les gens peuvent refuser, par exemple en France, témoins de Jéhovah peuvent refuser des transfusions. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les réanime. Le consentement de base à un traitement médical, c'est un élément fondamental puisque c'est les droits qu'on a sur notre corps. Notre corps, il est inviolable et il est sacré. On le sait tous. À partir du moment où mon État me dit « injectez-vous quelque chose », pourquoi pas, mais moi, si je réfléchis et que je refuse, et qu'on vient me dire que si je refuse, je perds mon emploi. Si je refuse, je ne peux plus entrer à l'hôpital. Si je refuse, je ne peux pas entrer dans les transports publics. À partir du moment où je risque de perdre tout, et je perds également, où on est, comme on l'a dit, effacé socialement par la désactivation d'un QR code, alors c'est une extorsion. Il faut bien comprendre que le pass sanitaire, en réalité, ça résout beaucoup de problèmes, puisque ça évite finalement de passer devant le juge. Vous n'êtes pas d'accord, j'appuie sur un bouton, vous n'existez plus, vous n'avez plus le droit à un procès, et parce que de toute façon on vous répond que comme c'est la loi, eh bien c'est de votre faute, vous avez qu'à la respecter, sans permettre aux gens de remettre en cause la loi et le fait qu'elle est peut-être mal fondée. Donc ça c'est la première chose. Un État, quand vous demandez à quelqu'un de consentir, vous ne lui extorquez pas son consentement, sinon ce sont des méthodes mafieuses. Ça c'est évident. La deuxième chose qu'on voit, c'est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Là, je crois qu'on est tous nés égaux et on ne le demeure plus. Non mais je peux me sourire, mais je pense que c'est une grave parce qu'il y a les questions scientifiques, mais il y a les questions aussi de ce qu'est l'âme d'un pays. Nous sommes au pays des Lumières et de la Révolution française. Est-ce que, Diane, est-ce que vous avez déjà défendu des Français non vaccinés qui ont perdu leur poste? Ah oui, j'en ai défendu beaucoup et malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment nombreux en France pour les défendre tous. Heureusement que nous nous rassemblons avec les avocats et les juristes pour pouvoir aider toutes ces personnes. Ce sont des millions de personnes qui perdent leur emploi. De ce point de vue-là, d'un point de vue économique, si on protège une société, qu'on fait une politique d'intérêt général, même en matière de santé, on fait en sorte que les gens puissent aller à l'hôpital s'ils sont malades. On fait en sorte qu'on évite de rendre les gens fous en les enfermant. On évite que les enfants soient déprimés et surtout, on évite de faire perdre toutes leurs ressources aux gens puisque la misère et la pauvreté, c'est une des premières causes de maladie. Donc tout ça n'a pas de sens. Comment imaginer qu'on puisse faire perdre sans aucune indemnité aux gens leur emploi du fait qu'ils ne prennent pas un vaccin
les gens qui ne se vaccinent pas sont simplement des gens qui usent de leur droit de liberté de penser et peut-être aussi d'un des droits de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est un droit imprescriptible, fondamental, naturel et sacré, c'est le droit pour tout citoyen de résister à l'oppression. Et quel est le résultat en fait pour tous ces procès? Malheureusement, pour le moment, pour les particuliers que nous avons défendus, je dirais que c'est assez mitigé. Beaucoup de gens ont été licenciés en France de leur position alors qu'ils étaient en arrêt maladie. Ils étaient en arrêt maladie avant l'obligation vaccinale. Et pour ces gens-là, la moitié des tribunaux ont dit que les suspensions étaient illégales, puisqu'on ne pouvait pas suspendre les personnes en arrêt maladie, et l'autre moitié des tribunaux ont dit que c'était légal. Bon, aujourd'hui, on est au niveau des sans traitement, sans être payé, alors que le principe de base de la fonction publique, c'est quand même que les fonctionnaires sont payés. Donc, on en est là aussi aux cours suprêmes, a priori, et pour le moment, les résultats sont décevants, évidemment, et c'est pour ça qu'on s'interroge sur la porosité entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif et exécutif aujourd'hui. Néanmoins, il y a quand même des juridictions, on tient à le dire, des juridictions qu'on dit inférieures, qui sont les premiers juges, notamment les conseillers des prud'hommes. C'est ceux qui s'occupent des contrats de travail. Et dans le sud de la France, certains ont eu le courage de saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour de cassation de questions de prioritaires de constitutionnalité. Donc il ne faut pas désespérer. Il y a beaucoup de juges, et il y en a aussi, dont on espère qu'ils rendront leurs droits aux personnes. Tout à fait. Et sachant qu'en plus, en fait, il y a même une ironie, parce que si vous voulez, lorsque le président de la République, de par la Constitution, peut temporairement et avec un contrôle du Conseil constitutionnel, fusionner les pouvoirs qui sont théoriquement séparés. Donc, lui, il peut concentrer en ses mains, sans contre-seing du Premier ministre et des autres ministres, en état, on va dire, particulièrement grave pour la nation, il peut concentrer temporairement certains pouvoirs qui fusionnent en son sein, donc le pouvoir, on va dire, suprême du chef de l'État. Ce qui est assez ironique, c'est que quand vous regardez ce pouvoir dans la Constitution, qui est l'article 16, vous avez des conditions pour l'activer. Et une des conditions pour activer ce pouvoir, c'est, je vous cite, ne plus respecter et exécuter les engagements internationaux de la France. Or, c'est justement ce qu'on est en train de faire, puisque tout ce qui est droit européen et tout ce qui est traités internationaux ne sont plus respectés sur le sol français. Donc, l'ironie de la chose, c'est que c'est lui-même, président Emmanuel Macron, par le gouvernement ensuite, et ensuite que les parlementaires acceptent, qui se mettent justement en situation de pouvoir activer l'article 16 pour dire il y a un grand problème, il faut qu'on arrête tout ça et vite, et il faut qu'on rétablisse la séparation des pouvoirs. Or, c'est justement l'ironie, puisque c'est eux-mêmes qui ont provoqué ça. Et l'autre condition pour pouvoir activer cet article 16, c'est l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il me semble, par rapport aux précédentes décisions qui ont été rendues, qu'on y est un petit peu aussi dans cette condition-là. Donc théoriquement, si vous voulez, ça ne se fera jamais, mais théoriquement, on pourrait être dans une situation où le président de la République, compte tenu de ce qui se passe sur le plan juridique, active l'article 16 et rétablisse tout ce qui doit être rétabli et donne aux institutions une odeur de sainteté qu'elles n'ont plus forcé de constater. Donc ça, c'est l'ironie, vous voyez, qu'on peut activer. Je vous parle en tant que juriste, mais c'est quelque chose de relativement simple que les gens peuvent comprendre. Donc, est-ce que vous voulez dire l'état de droit n'est plus respecté? Bien, à mon sens, oui, autant répondre clairement aux questions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le président de la République, à partir du premier confinement, a créé de nouvelles institutions, notamment le Conseil de défense et le Conseil scientifique. Le Conseil de défense, c'est, on peut me tromper, mais enfin, c'est le dimanche, le lundi ou le mardi, le président se réunit avec certaines personnes, on ne sait pas qui, puisqu'il va y avoir un secret pendant de nombreuses années sur ce qui se sera dit dans ces réunions, mais cette institution dont on parle, le Conseil de défense, n'existe pas dans notre Constitution. Dans notre Constitution, il y a un Conseil des ministres public, ouvert, tous les mercredis. Par ailleurs, dans notre Constitution, il n'existe pas de conseil scientifique. Le conseil scientifique, du jour au lendemain, le président a décidé d'en référer à une quinzaine de scientifiques. Mais alors, il n'y a pas que des scientifiques, il y a des vétérinaires, des sociologues, des anthropologues. Bon, créer cette institution et
fonde sur les avis de cette institution pour prendre des décisions. Donc ces institutions, la première des choses, c'était de voir si leur composition était avec des personnes qui n'étaient pas en conflit d'intérêts. Dans le fonctionnement de cette institution, il est écrit que c'est son président, M. Delfrécy, qui doit déterminer si les membres de son conseil sont ou non en situation de conflit d'intérêts. Alors il a décidé tout seul que non. Pas ce qu'on appelle très démocratique, mais par ailleurs, beaucoup d'avocats ont critiqué devant le Conseil d'État certains des avis du Conseil scientifique, notamment sur sa pertinence sur les données épidémiologiques. Et le Conseil d'État a répondu que les avis du Conseil scientifique sont inattaquables. Vous allez me demander pourquoi, eh bien on n'en sait rien, puisque la phrase s'arrête là par le Conseil d'État. Donc maintenant j'en reviens à la peur principale. Parce qu'en fait, on en est là parce que les gens, on leur a fait peur. Et d'ailleurs, de fait historique, après le procès de Nuremberg, qui s'est passé donc après la Seconde Guerre mondiale, un des nazis a été questionné par les magistrats, notamment américains. Les magistrats américains lui ont posé ceci comme question. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre un peuple en état de marche pour de telles atrocités, de telles horreurs? Et le nazi en question, j'ai plus son nom en tête, mais il était assez connu, a répondu, mais c'est très facile. Vous leur faites peur. Et si en plus derrière vous développez un peu un sentiment patriote, que ce soit un peuple démocratique, fasciste, nazi, communiste ou autre, ils feront tout ce qu'on leur demandera. Et pour moi ça résume assez bien, parce que les professionnels de la psyché savent en fait ces techniques de guerre et de manipulation psychologique. Ce sont des choses qui sont connues depuis les années 60. Il suffit juste de les appliquer, et le peuple suivra. Et peut-être parfois avec même plus de violence, parce que moi j'étais très choquée de lire là récemment que le président de l'Association nationale des radiologues de France avait appelé à dire qu'il fallait interdire les magasins d'alimentation aux personnes non vaccinées. C'est-à-dire que ça c'est officiel. Alors j'espère que ce monsieur sera poursuivi pour cet appel à la haine, parce que, puisqu'on évoque le nazisme, autant le dire, même le Troisième Reich n'a pas pris comme mesure d'interdire les magasins d'alimentation aux Juifs. Je suis désolée, on ramène sur des parallèles historiques, mais qui ont néanmoins existé. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur dont on parle ensuite entraîne la haine. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, dès que quelqu'un fait quelque chose, en Europe, le voisin veut faire pire. C'est ça. Et là, chaque mot qu'on entend, c'est de pire en pire. Mais moi, je trouve quand même qu'à un moment, on a quand même passé le seuil de l'indécence avec la question des vaccinations des enfants. Parce que là, ce dont on parle, c'est dire, il y a une peur qu'on a créée, la peur que nous allons contaminer nos grands-parents. Et le Premier ministre, quand même, en première page, doublement vacciné, se retrouve positif au Covid et de dire que c'est parce qu'il est cas contact de sa fille de 12 ans. On a quand même tous vu dans les médias que le Premier ministre avait fait la fête avec des footballeurs à l'Élysée sans masque. Le Premier ministre, on le voit partout sans masque. Donc il y a des tas de gens comme vaccinés, non vaccinés, qui ont pu lui donner le Covid. Mais il accuse sa fille de 12 ans et ensuite on nous dit il faut vacciner les enfants. Et là ça pose une véritable difficulté parce que dans l'histoire du monde il y a eu la lutte des classes, mais aujourd'hui il y a quand même une question de lutte des âges. On a dit la majorité des gens meurent à un stade où ils ont fini leur vie. On a atteint l'espérance de vie. Venir dire que pour prolonger la vie ou en tout cas sauver des personnes âgées, il faut vacciner des enfants. Et les femmes enceintes, parce que je rappelle que les femmes enceintes, on ne les vaccine pas par principe. Là, les femmes enceintes ne sont même pas exemptées de 3e dose. Il est prévu que les femmes enceintes prennent 3 doses de vaccin en 9 mois. On ne sait pas ce qui est en train de se faire. Et les enfants, eux, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui n'est pas dangereuse pour eux. Par contre, sur le long terme, dans 1, 2 ans ou 3 ans, quels peuvent être les effets de ces vaccins sur le développement cognitif des enfants? Peut-être qu'il n'y en aura aucun. Mais le principe, c'est celui quand même de la précaution. Et je trouve indécent, et ça je dis, qu'on soit arrivé dans un monde où finalement on dit que pour sauver les personnes âgées, eh bien on doit vacciner les enfants. C'est le principe de solidarité nationale, vaccinale dont on a parlé. Il n'a pas de sens quand on en arrive au point de dire que des enfants de 5 ans doivent être vaccinés avec des produits dont on ne connaît pas les conséquences sur le long terme pour sauver des personnes, et c'est une mise en balance, des personnes qui ont déjà passé le seuil d'espérance de vie.
Puis de toute façon, malgré tout, les maladies aussi graves qu'il peut y avoir dans l'histoire du monde, quand les gens avaient la peste, on leur a pas enlevé leur droit de citoyen. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une maladie ne permet pas d'enlever les droits de citoyen. Dans la Rome antique, on disait que ça s'appelait, quand on enlevait la citoyenneté des gens, c'est la capitis diminutio, c'est-à-dire qu'on coupe la tête des gens. Et par exemple, on pouvait perdre ses droits civiques si vous ne payez pas vos dettes. En France, on ne va pas en prison si on ne paye pas ses impôts. On peut être condamné pour ça, mais on ne va pas en prison. On n'enlève pas les droits civiques. Et il y a eu aussi, c'était il y a quelques années, l'Angleterre qui a voulu retirer les droits de vote des personnes dans des prisons. La Cour européenne des droits de l'homme leur a dit non, parce que le droit de citoyen, ce sont les droits civiques, donc de participer à la vie publique, de briguer des emplois publics, et aussi d'être éligible, et aussi de voter. C'est un ensemble de droits, et à aucun moment, mais même dans l'histoire de l'humanité, alors je peux me tromper, si je me trompe, eh bien, je ferai amende honorable, mais je ne connais pas de pays qui ait diminué les droits des citoyens du fait ou pas de l'observance d'un traitement médical. Ça ne s'est jamais vu et ça n'a pas de sens. Et excusez-moi, l'autre chose qui m'est revenue entre-temps, c'est que les gens doivent aussi prendre conscience que ce qui est en train de se passer là, par rapport à ces médicaments immunologiques, s'inscrit dans un essai clinique. Il faut que les gens réalisent. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché devient définitive, ça veut dire que toutes les phases préalables ont été terminées, ce qui n'est pas le cas. Donc tous les gens qui eux-mêmes se font vacciner, parce que pression, parce que je vais perdre mon travail, peu importe les raisons, ou qui amènent leurs propres enfants, jusqu'à 5 ans, aient conscience qu'ils participent à un essai clinique qui n'a jamais été tenté à cette proportion dans l'humanité. D'accord. Et vous avez reçu aussi des procès ou des plaintes groupées, justement, dénoncer tous ces effets secondaires? Malheureusement, oui. Moi, j'ai beaucoup de dossiers en cours sur les effets secondaires, notamment le cas d'un petit garçon, c'est passé d'ailleurs dans les médias français, qui a perdu la vue 4 jours après avoir été vacciné. Et de toute façon, dans ce dossier, même l'hôpital qui est en charge a déjà dit qu'il y avait un lien potentiel avec le vaccin. Mais moi, c'est ma spécialité, comme je dis, la réparation du préjudice corporel. Je n'ai jamais vu autant d'appels à mon cabinet. Et quand je dis que c'est stratosphérique, il y a eu 2 500 000 effets secondaires répertoriés auprès de l'OMS. C'est énorme. Il y a aussi énormément d'effets secondaires pour les femmes dans leur période menstruelle. Beaucoup de femmes sont décalées dans leur cycle après avoir reçu le vaccin. Il y avait aujourd'hui sur Yahoo un article où la ANSM, qui est l'Agence de sécurité du médicament en France, reprend les mots du ministre et dit « ce n'est pas grave si les règles des femmes sont décalées de 28 jours, le mois prochain ça reviendra » et qu'il n'y aurait pas de lien. Alors, je ne suis pas l'Académie de médecine, simplement je n'ai jamais vu des médicaments qui font que les règles des femmes sont décalées. Donner une autorisation définitive à Pfizer, Moderna ou autres, ce sont les États qui leur ont donné sans même attendre la fin des tests. On n'a jamais vu non plus, c'est conceptuel, j'allais dire, rendre obligatoire quelque chose qui n'est pas définitif, finalement, si dans 2 ans, on se rend compte que la qualité ou la sécurité des produits n'était pas optimale, ça sera trop tard, puisqu'on les aura rendus obligatoires. Donc tout ça doit nécessairement pousser les personnes à s'interroger. La façon dont c'est fait, toute cette marche forcée à la vaccination de l'humanité pour une maladie qui n'est pas la peste noire et dont les effets secondaires de ces vaccinations sont encore inconnus et potentiellement très nombreux et dangereux, là encore, les gens doivent se poser cette question. Et si vous perdez votre citoyenneté parce que vous n'acceptez pas cette injection, c'est là encore, comme on l'a dit, une forme d'extorsion du consentement que l'État met en œuvre. Ouais. Et je rajouterais que les gens responsables de mettre en place ces obligations devront probablement répondre aussi de leur propre responsabilité à eux. Et par exemple, tout à l'heure, si pour les effets secondaires graves, est-ce que c'est après le procès, est-ce que c'est l'État qui prend la responsabilité? Alors ça, c'est une grande question, parce que nous, ce que nous essayons de faire, ce qu'ont mis en place les États actuellement et la France, c'est une prise en charge des effets secondaires par un organisme qui s'appelle l'ONIAM. L'ONIAM, c'est quand il y a quand vous allez à l'hôpital et que malheureusement l'opération ne marche pas bien ou que vous contractez une maladie, quand c'est un aléa et que finalement vous êtes mal soigné ou que vous avez des conséquences, la solidarité nationale, comme nous, tout un chacun, par nos impôts, on prend en charge
le handicap des personnes qui les ont subis de façon aléatoire. C'est un mécanisme de solidarité et ça suppose qu'il n'y ait pas de faute. C'est quand c'est la faute à pas de chance, s'il arrive à quelqu'un quelque chose et que c'est la faute à pas de chance, nous tous ensemble, en tant que corps social, eh bien on le prend en charge. Ça suppose donc qu'il n'y ait pas de faute. La logique ici, ça serait que, et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire, parce que c'est comme ça, ce n'est pas de prévoir une indemnisation des effets secondaires par nous tous et toute la société. La logique, ce sont que les compagnies pharmaceutiques auxquelles on a donné ces autorisations, ce sont elles, au premier chef, qui doivent indemniser les gens. Alors on nous explique qu'il y a des contrats européens qui empêchent la mise en cause des laboratoires pharmaceutiques. C'est inexact. Les laboratoires pharmaceutiques, comme tout, les sociétés sont tenues des directives européennes et notamment celles sur la qualité des produits. Donc il est tout à fait possible, et d'ailleurs c'est ce que nous invitons les personnes qui ont subi des effets secondaires à faire, nous les invitons à poursuivre plutôt les compagnies pharmaceutiques parce que c'est possible, plutôt que de s'en remettre à la solidarité nationale parce que ce n'est pas à moi, ni à tout un chacun, d'ailleurs vacciné ou pas, de payer, j'allais dire, les pots cassés. Moi, je pense qu'il faut orienter les contentieux de la responsabilité due au vaccin vers ceux qui les ont produits et pas vers l'ensemble de la société qui n'a pas fait ce choix de la vaccination pour tous. Tout à l'heure, vous avez dit la citoyenneté. Donc, qu'est-ce qu'il reste pour les citoyens français au niveau de toi? Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut préciser la question, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il leur reste le droit de payer leurs impôts, de payer leurs charges sociales à l'URSSAF, tous les côtés qui sont à accepter normalement, c'est le contrat social, c'est tout à fait normal, mais si derrière on leur supprime leurs indemnités journalières de maladie parce qu'ils ne sont pas vaccinés, donc même ça on leur coupe les traitements en tant que fonctionnaires, ce qui ne s'est jamais vu, on leur coupe, enfin bref, encore une fois, on les tue socialement. C'est une nouvelle forme de tuerie, on peut appeler ça un assassinat programmé, puisque en fait c'est prémédité. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? J'ai envie de vous dire, le temps nous le dira, mais en tout cas ça part mal. Il faut absolument que les gens prennent conscience. Moi mon mot de la fin, ça sera celui-ci. Il faut que les gens, à défaut peut-être de se renseigner, parce que ça fait partie du problème, se responsabilisent, y compris pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Parce qu'on est à un moment, je pense, charnière de l'humanité, et ça me fait penser à une citation d'Albert Camus qui disait que le bien-être du peuple, en particulier, a toujours été l'alibi des tyrans. Et il offre de plus l'avantage de donner bonne conscience aux domestiques de cette tyrannie. Justement, si jamais le projet de loi vaccinal passe, quelles seront les conséquences ou l'impact pour la France? Moi je pense qu'on fait quand même un pas vers une situation juridique absolument inédite et dont les seules ressemblances remontent à l'Empire romain, dans laquelle il y avait donc les esclaves et les hommes libres, le citoyen par définition et l'homme libre. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'à partir, dans nos sociétés, à nous, tout homme, comme on l'a dit, naît et demeure libre et égaux en droit. Parce que, comme a dit Marc, alors, ceux qui ne sont pas vaccinés ont le droit de payer des charges, donc des aides, mais n'ont pas le droit aux contreparties. L'exemple, c'est les gens non vaccinés ne se font pas rembourser les tests de dépistage. Ce qui est absurde, puisque Omicron s'abat sur tout le monde. Si on veut vraiment faire une politique d'intérêt général et de santé publique, on teste tout le monde et on rembourse tout le monde. C'est comme de dire à quelqu'un qui fume, payez-vous vous-même votre radio des poumons. Il y a un principe général qui est la protection sociale, et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on en bénéficie tous avec des soins de même qualité. Nous pouvons, si je gagne plus d'argent, je paye plus d'impôts, ça c'est normal. Mais la qualité de la radio des poumons est la même pour tout le monde. Là, ce n'est plus le cas. Donc on est, comme je dis, dans une forme de servage, puisqu'on doit payer, mais les personnes non vaccinées doivent payer, mais n'ont pas le droit à la contrepartie de la société. C'est-à-dire, je dis, les transports publics, l'hôpital public. Donc ça n'a pas de sens. On revient sur, on dit, une apartheid, mais vraiment la fin d'un concept égalitariste de tous les citoyens, et on revient quelque part à une idée d'ancien régime. Ce sont les gens pas vaccinés, travaillent, payent, mais n'ont le droit de rien. Par contre, il ne faut pas oublier que la liberté que croient avoir ceux qui sont déjà vaccinés. Là encore, c'est quand même le même problème, parce qu'elle est conditionnée à chaque fois à la reprise d'une dose. Donc,
Est-ce la liberté? Quand on parle d'essais cliniques, les gens qui y participent, en général, ils sont rémunérés. La question ici, c'est qu'on participe tous, puisque quand le ministre de la Santé me dit, mais écoutez, il n'y a pas de problème, vous voyez, on a déjà vacciné 3 milliards de la population mondiale et on est toujours aussi nombreux. Ça veut dire, qu'il admet devant tout le monde qu'on est bien en train de faire un test grandeur nature. Sinon, ces propos n'ont pas de sens. Mais en plus, c'est pas parce qu'en 3 mois, rien ne s'est passé, ou 6 mois, rien ne s'est passé, que rien ne se passera plus tard. Et moi, je pense que si malheureusement, on vient à découvrir que les vaccins ont créé plus d'effets secondaires que ceux qui sont déjà dénombrés, et bien à ce moment-là, là encore, on fait un saut dans l'inconnu, puisqu'on aura forcé les gens à prendre ces traitements mauvais pour leur santé. Ouais. Ce qui prouve bien d'ailleurs que les gens qui nous gouvernent, que ce soit en France ou dans ces pays qui ont fait ces choix très, très durs, hein, vraiment c'est très très brutal hein, comme décision par rapport à leur propre peuple, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'il faut le voir, hein. Ce sont normalement ces gens-là des mandataires, ils nous représentent, ils ne sont pas au pouvoir pour gouverner pour eux-mêmes avec leurs petits copains ou quoi aux caisses, ou peu importe, ils sont là en tant que mandataires, de représentants de ce qui est censé être des démocraties républicaines. Donc comment est-ce qu'on peut déjà imaginer une telle violence, brutalité, manque d'empathie par rapport à leur propre peuple, et en plus par rapport à une portion du peuple qui est particulièrement utile, hein, les soignants, les pompiers, hein, qui font des métiers particulièrement durs et qui sont justement un petit peu aussi quand même dans l'altruisme et l'humanité vis-à-vis de son prochain, leur supprimer les indemnités journalières d'arrêt maladie avec leur contrat et leur salaire, je veux dire, moi on me l'aurait dit, j'aurais dit mais c'est même pas crédible pour un scénario de science-fiction. C'est pas possible que des dirigeants fassent ça à leur propre peuple. On pourrait avoir des idées de haute trahison, vous voyez, qui passent par l'esprit. Justement, Marc, vous êtes initiateur pour un collectif des avocats et juristes pour défendre les victimes du pass sanitaire. Avec Diane et avec Maud Diane. Marion. Donc notamment. vous deux, les initiateurs, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ok, pourquoi ce collectif et quel est votre constat jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, des plaintes ou des sollicitations On ne sait pas pourquoi les avocats ne se mobilisent pas. Et on essaie de faire qu'il y ait une mobilisation pour aider, parce qu'on est débordé. Il y a 7 millions de personnes qui sont concernées par ces mesures, d'une façon ou d'une autre. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, mais il y a aussi beaucoup plus largement, si vous prenez le cas de l'autorité parentale et des enfants, on n'arrête pas de recevoir des appels en disant « mais mon ex-femme veut faire vacciner et puis moi je ne veux pas ». Qu'est-ce que je dois faire? On est arrivé dans une situation où on fracture la société, mais on fracture les familles. Parce qu'on sait tous que quand on divorce, réussir à avoir pour un enfant une vie ensuite recomposée, mais quand même agréable et équilibrée, c'est mieux que les parents s'entendent. Quand on met d'un choix comme celui-là, vous imaginez en balance un enfant entre deux parents, entre l'un qui pense que peut-être cette vaccination peut potentiellement causer des dégâts à la santé de son enfant, et si ça arrive, il le reprochera à l'autre. Ce sont des choses quand même dont les familles et la société ne se remettra pas. Les gens qui sont entre 16 et 18 ans peuvent, sans l'avis de leurs parents, aller se faire vacciner. Mais pour ceux qui ont moins de 16 ans, donc entre 5 ans et 16 ans, normalement un acte médical. Les parents sont censés être les deux, c'est l'autorité parentale partagée, à donner leur consentement. Or, pour cet acte particulier, on a décidé par la loi que le consentement d'un seul des parents allait suffire. Et donc, l'autorité parentale, dans les conventions protège les enfants, on a écrit que l'autorité parentale est donnée aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa moralité et sa santé. Et pour qu'il soit bien protégé, il doit être protégé par ses deux parents. Si on enlève à un enfant la protection déjà d'un de ses parents, eh bien on diminue cette protection pour les enfants. Et on se doute bien que des enfants de 7 ans ne peuvent pas donner un consentement. Et on voit quand les gens appellent, donc on est obligé de traiter tous les sujets, on n'est pas suffisamment nombreux, mais ce que nous disent les parents, c'est ma petite fille de 7 ans, quand elle va voir son papa, elle veut se faire vacciner, et ma petite fille de 7 ans, quand elle va voir sa maman, elle ne veut pas. On crée quelque chose. Je dis, dans tous les pans de la société, on crée une fracturation, et ça c'est extrêmement grave. On met des enfants au milieu de leurs parents et qui peuvent avoir des visions différentes quant à leur santé, leur moralité, et ça c'est très grave.
également. Donc vous êtes 70 pour le moment? Alors on est, nous dans les collectifs, une centaine d'avocats. Après il y a des avocats d'autres associations, il y a des avocats aussi à titre personnel qui prennent des dossiers évidemment, mais heureusement, mais nous n'avons pas eu de mobilisation de la part des ordres professionnels des avocats, que ce soit en France, par exemple à Paris, il y a ce qu'on appelle le bus de la solidarité. Les avocats vont donner des consultations gratuites dans les bus aux gens qui en ont besoin. On n'a pas trouvé utile au barreau de Paris, par exemple, de faire des bus pour aider à donner des conseils juridiques aux soignants quand ils ont payé, ou aux pompiers, ou à l'aide sociale à l'enfance. Alors je ne suis pas au barreau de Paris, ce n'est pas moi qui fais évidemment, mais je paye mes cotisations. Et d'ailleurs, je vais avoir droit à moins de services parce qu'on a diminué les services pour les personnes non vaccinées. Moi, je considère, j'aurais été donné de mon temps dans les bus de solidarité pour le faire. J'aurais trouvé tout à fait normal que les jeunes avocats y participent, puisqu'on fait l'aide juridictionnelle. Là, il y a 7 millions de personnes qui ont besoin d'aide. Et je pense que les barreaux, et j'espère qu'il n'est pas trop tard, vont enfin prendre la part et l'importance de ce qui se joue. Les bâtonniers et les avocats sont censés être les vigies des libertés. Je ne peux pas croire que les vigies des libertés vont laisser s'établir en France un statut différent de citoyen et de sous-citoyen. Ça, c'est contraire à tous les principes de droit que les avocats sont censés défendre. Donc en fait, pour vous, vous allez en tout cas essayer de solliciter plus d'avocats pour défendre ces victimes. Oui, oui, tout à fait. Le problème que l'on a, c'est qu'à partir du moment où en fait, tout le droit a été foutu par terre, pour la faire simple. À partir du moment où tout le droit a été foutu par terre, en fait, vous pouvez vous battre sur quasiment toutes les branches du droit. Le droit du travail qui a été violé, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit international, tout, absolument tout. Donc du coup, ça donne beaucoup de travail à faire, mais c'est pour ça que si dès le départ, on avait été raisonnable, on avait été scientifique, correct et neutre, et qu'on avait dit, ah non, 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 on applique la pyramide de la hiérarchie des normes, tout ce que vous faites là au niveau national, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou dans d'autres pays, hein, peu importe. Si on avait fait ça dès le départ, on n'en serait pas là. Et c'est pour ça, par contre, vous avez des auditeurs, que je crois que qu'il ne faut pas désespérer de la justice. Si les gens ne font plus de procès, s'ils n'essaient pas d'aller voir un avocat, alors si je suis un avocat sans cause, on n'arrivera à rien. Non mais je dis un sourire. Nous avons, nous-mêmes, les avocats, besoin de nos clients, mais là, ce n'est plus des clients, j'allais dire, c'est de nos concitoyens. C'est au-delà, c'est même pas dans ma vision une question de clientèle, c'est d'avoir des personnes qui ont le courage de vouloir défendre leurs droits et de prendre attache avec nous pour que nous continuions. La seule façon de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Donc moi je pense que le droit sera définitivement perdu si toutes les personnes qui nous écoutent se disent que ce n'est pas la peine de lancer un procès, que ce n'est pas la peine d'aller voir un avocat. Il faut le faire, il faut continuer jusqu'à ce que les digues cèdent enfin, parce que je pense qu'on ne peut pas exclure du jour au lendemain 7 millions de personnes, voire beaucoup plus, parce qu'il y a tous les gens qui seront exclus s'ils ne veulent pas accepter une 3e dose ou une 4e dose. On ne peut pas exclure des millions de personnes de notre pays du jour au lendemain. J'ose croire que nous, tous ensemble, nous ne l'accepterons pas. C'est-à-dire, parce qu'au début, vous dites pour certains procès des plaintes, le résultat c'est assez décevant. Mais malgré tout ça, en tout cas, on garde l'espoir, il y a toujours la possibilité de gagner. Ah, bien sûr. Moi, les procès, j'ai mis des années à les gagner. Même beaucoup. Et, évidemment, mais c'est juste que là, le temps d'un procès, ça peut être 10 ans. Mais là, on a une urgence, je le dis. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça ne nous intéresse pas de gagner dans 3 ans. Ce qui nous intéresse, c'est que les juges prennent des mesures d'ores et déjà urgentes, parce que ça existe, pour stopper le fait, par exemple, de forcer des gens à se vacciner pour avoir un emploi. Les juges peuvent le stopper en amont, c'est plus intelligent que de juger ça illégal dans 3 ans. Et puis je rajouterais aussi une petite chose, c'est que de toute façon, même si c'était le cas, que toute cause est perdue d'avance, je dis bien même si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas, mais même si c'était le cas, quand vous savez que votre cause elle est juste, elle est droite, elle est légitime, elle est morale, elle est éthique, j'ai même envie de dire elle est spirituelle, peu importe, vous vous battez jusqu'au bout. Puis, c'est pour toi une note humoristique, mais c'est comme pour la Française des Jeux et le PMU, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc on sait très bien que peu d'entre nous gagnent au loto, mais 100% ont essayé. Donc j'invite à avoir ce même raisonnement pour les actions judiciaires.
Et demain, c'est Noël. Donc, quel est votre message de paix pour les Français non vaccinés et pour, comment dire, dans ce monde agité et cette société turbulente? Là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais je souhaite quand même que l'année prochaine, tout un chacun ait accès au marché de Noël, parce que voir des images dans lesquelles des petits-enfants tiennent la main de leurs parents et ne peuvent pas entrer dans les marchés de Noël et sauter sur les genoux du Père Noël, ça me semble être le contraire de l'esprit de Noël, si commerce soit-il, mais je crois que effectivement que la société ne soit plus fracturée, qu'on fête réellement Noël tous ensemble en 2022, je pense que c'est un bon souhait. Et moi je dirais garder espoir, l'histoire n'est pas finie, et à chaque fois que l'humanité a traversé des moments particulièrement durs et désagréables, elle s'en est sortie. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. Et pour Noël. Bon Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous Joyeux aussi. Noël.